Bonjour à toutes et tous, en ce 1er avril 2021. Jusqu'ici, grâce aux matériaux épiques, j'ai pu esquisser une forme de cadre sociopolitique et de parler de l'exigence d'équilibre et de justice traduite par le mariage de Zeus et de Thémis, mais j'ai évité, ça ne vous aura sans doute pas échappé, j'ai évité de recourir au terme de loi. C'est pourtant une traduction qui est parfois choisie pour rendre compte des termes que nous avons étudiés la fois passée, les Thémistes et les Dikaï, dont vous avez remarqué que je les ai quasiment tout le temps laissés en translittération, hormis une fois où j'ai adopté la traduction d'Arrêt coutumier d'Annie Bonafé. Sans traduire, donc la plupart du temps, j'ai néanmoins souligné que les Thémistes étaient des préceptes fondés sur la tradition et sur une exigence d'équilibre associée à une action divine, tandis que les Dikaï désignaient des dits de justice aux conséquences concrètes. La présence de Thémistes reste cantonnée dans la poésie archaïque, mais avant d'en refermer l'analyse, je dois encore souligner une acception importante du terme, ou plutôt un autre type de contexte, où les préceptes que Thémistes désigne se donnent à entendre. C'est le cadre oraculaire. Le cadre oraculaire qui est quasiment absent de l'épopée, sauf peut-être dans un passage de l'Odyssée, où, comme vous le voyez à l'écran, donc nous sommes au chant 16, vers 403-404, le contexte est le suivant. Les prétendants s'interrogent sur la conduite à tenir à l'égard de Télémaque. Ils s'interrogent sur la question de savoir s'ils ne doivent pas simplement l'éliminer, mais on voit bien que certains résistent à cette idée radicale, à cette solution radicale. Et certains des prétendants disent « mais cherchons d'abord à connaître », donc je cite le texte, « cherchons d'abord à connaître les conseils des dieux, les boulas théones, si les Thémistes du grand Zeus approuvent. » Et puis la suite continue, je n'ai pas mis la suite du texte. Donc on voit ici, les Thémistes du grand Zeus semblent s'inscrire dans un cadre qui pourrait être divinatoire, on va dire, au sens large. Mais il faut attendre en fait l'hymnomérique à Apollon et le récit de la fondation de l'oracle de Delphes pour voir apparaître les Thémistes dans leur dimension véritablement oraculaire. Les desservants du sanctuaire du dieu, donc à Delphes, sont en effet chargés, je cite les vers 395-396 de l'hymnomérique, ils sont chargés d'accomplir les sacrifices, et on retrouve l'expression hiera rezousi qu'on a déjà vu passer dans l'épopée, et d'annoncer les Thémistes de Phoibos Apollon à l'épée d'or, et voilà le terme qui nous intéresse. Alors évidemment, ici, le contexte n'est pas celui de l'agora, mais la teneur des Thémistes est de part et d'autre comparable. Je pourrais dire que dans la poésie archaïque, puisque l'hymnomérique à Apollon fait partie de cette poésie archaïque, tout énoncé divin potentiellement prescriptif est lexicalement associé à Thémis. Quel qu'en soit le contexte, celui de l'exercice de l'autorité de Zeus, ce sont les Thémistes de l'agora, ou celui du dévoilement de sa volonté par son fils Apollon dans ses sanctuaires oraculaires, et c'est le cas de l'hymnomérique à Apollon, avec cet entre-deux qu'est le passage de l'Odyssée dont je viens de parler. Mais que ce soit sur l'agora, que ce soit dans les sanctuaires oraculaires, le temps passant, le terme de Thémistes fera figure d'héritage poétique. Les avis de Zeus qui apparaissent dans l'Odyssée comme une déclaration oraculaire au chant 16, ou les Thémistes d'Apollon dans son sanctuaire delphique seront ensuite appelés Kresmoi ou Manteia, tandis que les préceptes régulant la vie des communautés, notamment sur l'agora, seront exprimés par d'autres mots que nous allons envisager aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là,
la charge sémantique de Thémistos est extrêmement intéressante à discerner, mais les termes eux-mêmes le terme lui-même sera vraiment conçu comme un héritage poétique. Néanmoins, avant de venir aux autres champs lexicaux qui vont être mobilisés, je dois souligner encore que d'autres termes fondés sur Thémis et le mot Thémis lui-même ne disparaîtront pas pour autant quand la prose va s'imposer. Ainsi, l'affirmation de ce qui est Thémis, Thémis est, ou ce qui n'est pas Thémis de, donc ou Thémis est, donc en affirmatif, en forme négative ou en forme affirmative, cette expression reste possible, même si elle se raréfie, et elle va notamment rester dans des textes bien spécifiques, à savoir ce qu'on appelle les normes rituelles, dont j'ai eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises, notamment à Tassos, où on a cette expression récurrente dans toute une série de textes qui parlent d'interdits sacrificiels. Et donc ici, on voit qu'au milieu du Ve siècle, une chèvre ne peut être sacrifiée à Héra et Pyliménia. On a aussi, et pour Tassos, j'aurais pu aligner les exemples. On a aussi un parallèle à Mykonos à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce sont des inscriptions reprises dans la Collection of Greek Ritual Norms. Et donc, à 2 reprises dans l'inscription de Mykonos, on a des interdits d'accès à des rituels. Premier interdit à l'égard des femmes, Gunaiki ou Thémis, ce n'est pas permis pour une femme. Ce n'est pas Thémis 2. On voit bien qu'il y a là un interdit d'accès, ou ce n'est pas permis pour un étranger. Ce sont des statuts qui sont susceptibles d'être frappés par ce genre d'interdit. Je reviendrai évidemment à ces indications parce qu'un autre vocabulaire peut les exprimer et la comparaison des deux me sera utile par la suite. Mais je m'en tiens là pour l'instant. Toujours dans le registre de la Thémis, et je n'ai pas pris d'exemple, l'adjectif athémistos apparaît ici et là dans la documentation en prose, en marquant à chaque fois le caractère particulièrement terrible d'une action perpétrée, essentiellement à l'égard des dieux, ou de relations humaines qu'il est absolument odieux de trahir. Et dans ce cas-là, la qualification de l'agissement, c'est athémistos, donc c'est quelque chose qui sort totalement de la Thémis. Donc le champ d'action de Thémis en matière relationnelle reste activable dans le lexique, même en prose. On a aussi quelques occurrences de athémis, qui veut dire à peu près la même chose. Quant aux dikai, la prose les fera passer définitivement du côté des procédures judiciaires et de leurs conséquences, dikai au singulier étant désormais la justice. Quel est donc le vocabulaire qui émerge de la documentation ultérieure pour désigner ce que la poésie archaïque appelle les thémistos, mais aussi certains aspects des dikai dans le domaine de la régulation sociale et politique des communautés. Pour le dire autrement, et dans la lignée des interrogations que j'ai émises au tout début de cette année de cours, l'usage du vocabulaire atteste-t-il un processus de détachement progressif de la référence au Dieu quand il s'agit de nommer désormais ce qui régule les relations sociales? Souvenez-vous, je suis partie de cette interrogation. Pour le dire encore autrement, le vocabulaire de la loi et des lois tel qu'il se déploie dans les textes ultérieurs à la poésie hexamétrique archaïque atteste-t-il une rupture dans la représentation ancienne de l'ordre du monde, cet ordre du monde dont on vient de voir, dont on a vu la semaine dernière qu'il associait à le bon exercice du pouvoir et la prospérité, ou s'agit-il davantage d'une forme de continuité, d'évolution, de recouvrement qu'il faudrait repérer? Donc, ce sont les questionnements qui m'interrogent autour de ce vocabulaire de la loi. Alors, on pense évidemment d'emblée, et je l'avais annoncé, et il était dans le titre de la leçon, on pense d'emblée au terme thesmos, qu'un schéma historiographique traditionnel associe à une loi donnée par les dieux. Dans la vision un peu
classique, canonique, on va dire, de l'évolution des sociétés grecques, avec cet arrière-plan d'une forme de laïcisation qui serait intervenue dans l'évolution, dans la mise en place de la police. On a cette linéarité d'un processus qui fait passer de thesmos, loi des dieux, à nomos, loi des hommes. Et je vous mets sous les yeux 3 références bibliographiques, Martin Oswald et Jacqueline de Romilly, qui adoptent encore ce processus de linéarité. En revanche, l'excellent article de Karl Joachim Hülkeskamp, lui, prend la problématique d'une manière tout à fait différente. Mais, je dirais, la vulgate historiographique continue d'être extrêmement pesante. Et il est vrai que certains textes classiques grecs semblent soutenir une telle interprétation en associant les thesmoi aux lois divines et les nomoi aux lois des hommes. Ainsi, je vous mets sous les yeux, le passage est un peu long, mais il est passionnant, un passage de la Cyropédie de Xénophon. Donc on est au début du IVe siècle. Au livre 1, chapitre 6, paragraphe 6. En fait, le contexte, c'est la nécessité d'un bon rapport aux dieux. Il faut cultiver un bon rapport avec les dieux. Et le jeune Cyrus, que Xénophon met en scène, interagit avec son père. Et Cyrus répond à une question de son père en faisant référence à une discussion qu'ils ont eue un peu avant. Et voici ce que dit Cyrus. Et j'ai mis le vocabulaire en grâce à l'écran pour vous montrer aussi ce que je disais il y a un instant, c'est que des éléments du champ sémantique de Thémis sont passés sans problème dans la prose, même s'ils ne sont pas très fréquents. Je cite le passage de Xénophon. « Oui, par Zeus, dit Cyrus, je t'ai toujours entendu dire qu'il n'est pas même Thémis. » J'ai laissé à nouveau la translittération. « Rude Thémis eie » il ne serait même pas Thémis de demander aux dieux d'être vainqueur dans un combat équestre quand on n'a pas appris à monter à cheval, ni quand on ignore le maniement de l'arc, de vaincre à l'arc d'habiles archers, ni quand on ne sait pas manœuvrer un vaisseau, de prier de le sauver en manœuvrant, ni quand on n'a pas semé de blé, de prier pour obtenir une belle récolte, ni quand on ne se garde pas à la guerre, de demander à échapper à la mort. Tout cela, en effet, est contraire au thesmoi des dieux. Quand on adresse des prières qui ne sont pas Thémis, et vous voyez le athémis que j'évoquais tout à l'heure, il est naturel, disais-tu, qu'on n'obtienne rien des dieux, comme il est naturel qu'on n'obtienne rien des hommes quand on fait des demandes contraires au nomoi. Alors là, ici, c'est le grec paranomos qui apparaît, mais évidemment, le sens est celui-là, quand on fait des demandes qui ne correspondent pas au nomoi. Donc, en ce début de IVe siècle, Xénophon atteste que l'oreille grecque était susceptible d'associer thémis et thesmoi, l'un et l'autre sortis de la même racine que le verbe tithémi, dont on a parlé la fois dernière, placer, établir, instituer, selon donc le processus étymologique que j'ai évoqué, mais dont témoignent aussi des lexicographes byzantins. Les thesmoi des dieux sont alors une manière de concrétiser les impératifs de la thémis et de thémis comme puissance divine, encore une fois. Nous sommes modernes obligés de distinguer les deux, alors qu'une oreille grecque ne faisait pas la différence. Donc, les impératifs de la thémis, de thémis comme divinité, en tant qu'elle crée les conditions pour établir, pour instituer. Les thesmoi, le terme même, pointe vers les règles instituées en vertu de l'exigence d'équilibre de la puissance qui les inspire. Ce sont effectivement, là, on peut traduire ainsi, les lois des dieux. Les nomoi sont quant à eux explicitement, dans ce passage de Xénophon, associés aux lois et aux traditions que se donnent les hommes. Je dis lois et traditions puisque nomos intègre les deux acceptions et c'est quelque chose sur lequel je vais revenir. Toutefois, vous remarquerez peut-être que ce texte ne permet pas d'appréhender comme tel une évolution stricte dans l'usage des mots, mais seulement une certaine représentation a posteriori du sens des mots.
Or, au même moment, à Athènes, le serment des Éphèbes, dont on a déjà parlé il y a 15 jours, à propos du caractère hiéros des armes, hein, vous vous souvenez des hiéra opla que les Éphèbes ne devaient pas trahir, le serment des Éphèbes, donc au même moment, au IVe siècle, milieu du IVe siècle, recourt au terme de tesmos, tesmoi, pour désigner les lois de la cité qu'il protège, et que d'autres textes sans l'ancrage ancien ou archaïsant de ce serment appellent des nomoi. Donc, on voit la difficulté à laquelle se heurte cette vision canonique d'une évolution linéaire que j'évoquais il y a un instant, c'est que dans l'emploi du vocabulaire, que ce soit dans le texte de Xénophon ou sur l'inscription ici qui reprend le serment, on voit bien que tesmos est susceptible de désigner aussi, entre guillemets, les lois des hommes, et qu'en tout cas, Xénophon, quand il parle des deux, situe les lois dans des registres différents, mais sans créer nécessairement de perspectives diachroniques dans leur emploi. Pour comprendre donc la relation, donc ici j'ai posé la problématique, pour comprendre la relation qui se joue entre les deux termes, donc tesmos et nomos, et évaluer la portée de leurs usages respectifs, l'étude lexicale doit nous éclairer une fois encore. Je vous ai dit d'emblée que c'était la méthode que j'allais adopter pour répondre aux questions que je me suis posées, en revenant à la poésie archaïque. Je refais un petit retour en arrière pour voir ce qu'il en est de ces termes dans le contexte de la poésie hexamétrique archaïque. Alors, tesmos apparaît en fait une seule fois, mais dans un passage qui est extraordinaire. Une seule fois dans la poésie d'Homère et d'Hésiode, c'est à la fin de l'Odyssée, au chant 23. À ce stade de l'intrigue, Pénélope a enfin accepté de reconnaître son époux, et après d'émouvantes retrouvailles, c'est vers leur chambre qu'ils se dirigent, précédés par la servante Euryclée, qui éclaire leur parcours. Et le poète ajoute, je le cite, donc nous sommes au chant 23 vers 295-96, les ayant menés à leur chambre, elle se retira. Donc on parle ici d'Euryclée. Et grande fut leur joie de rejoindre enfin le tesmos de leur ancienne couche. Les traducteurs s'arrêtent généralement au lit et, si vous me permettez l'expression, escamotent le tesmos. Et donc, si vous regardez des traductions de ce chant de l'Odyssée, vous aurez, ils rejoignent leur lit, leur ancienne couche, etc. Et tesmos passe à la trappe. Assurément, ce choix est compréhensible et il respecte le sens global du passage. Mais évidemment, l'interrogation que je mène impose de circonscrire ce qu'ajoute tesmos à la seule mention du lectron palaion, des époux séparés depuis 20 ans. Or, comme vous vous en souviendrez sans doute, dans ce chant 23, le lit matrimonial est au cœur de la reconnaissance que Pénélope accepte après un temps de latence. Pour être convaincue de l'identité de cet homme qui dit être son époux, la reine lui tend un piège en lui faisant croire que le lit a été déplacé. Et ce faisant, elle provoque évidemment une réaction que seul Ulysse peut manifester, puisqu'il a construit le lit lui-même. Et la structure du meuble est, nous dit le poème, un signe, un séma. Ce lit est plein de signes, de sémata, dit le poète à plusieurs reprises, avant les vers que vous avez sous les yeux. Et de fait, le lit en question a été assemblé autour d'un tronc d'olivier enraciné dans le sol du palais, ce qui le rend inamovible, sauf à couper l'arbre lui-même. Le passage où s'inscrit tesmos invite à y voir quelque chose de concret. C'est ce qui est établi, ce qui est placé. Là, on a vraiment le sens de tesmos dont je vous disais la semaine dernière qu'on aurait tort de déjà l'appliquer à Thémis. Mais avec tesmos, on l'a. C'est ce qui est placé, ce qui est établi. C'est aussi le cas chez Anacréon, je n'ai pas repris le passage ici, mais dans un fragment assez mal conservé, mais il semblerait que tesmos ait pu être un synonyme de thésauros, donc aussi quelque chose d'assez élaboré.
Quelques vers de Pindare aussi parlent d'une couronne tressée et l'enchevêtrement de cette couronne peut être un thesmos, mais c'est le sens de loi qui prendra assurément l'ascendant. Très rapidement, on va le voir. Et donc, comment comprendre ce passage d'Homère, de l'Odyssée? Alors, pour le comprendre, je convoquerai, alors évidemment c'est très tardif, mais les gloses des lexicographes sont parfois pleines d'intérêt, enfin souvent pleines d'intérêt, et dans une glose où il explique thesmos dans une forme d'accusatif pluriel, Hesychius définit thesmos par nomus theius, donc revoilà les lois divines de Xénophon, ou, nous dit Hesychius, ou bien les dispositions des bois. Vous avez ici à l'accusatif pluriel tas synthesais ton xulon. Alors évidemment, l'accusatif pluriel qui sert de lemme à la glose ne permet pas de l'associer avec certitude à ce passage de l'Odyssée. Parfois, on peut retrouver chez Hesychius des gloses. On voit quel passage il glose. Là, le fait que ce soit un accusatif pluriel ne le permet pas. Mais la synthesis des bois fait parfaitement écho à la description par le menu que le roi d'Ithaque donne de la construction du lit nuptial au chant 23 de l'Odyssée. Il décrit le délicat travail de charpentier où les bois sont rabotés, ils sont rapportés au tronc de l'olivier qui a été bien équarri, qui a été mis à niveau, au cordeau bien droit. Et j'attire votre attention sur le fait, même si vous n'avez pas le texte sous les yeux, que ce travail, dans la description de ce travail, on trouve itus, à nouveau, donc la droiture, cette fois-ci, de quelque chose d'extrêmement concret. Et si je reprends le texte donc, du chant 23 à propos du lit, et que j'essaie de traduire ce que j'ai laissé non traduit pour le moment, à savoir le thesmos, je peux traduire en disant qu'Ulysse et Pénélope rejoignent le cœur en joie, le stable assemblage de leur ancienne couche, à savoir leur ancienne couche étroitement assemblée et parfaitement établie. Chez Homère, je l'ai dit, thesmos est un apax. Le mot n'apparaît pas non plus chez Hésiode, et c'est au début du VIe siècle, dans les élégies de Solon, que l'on revoit le mot dans le cadre de l'entreprise législative de l'homme d'État athénien, peut-être même avant avec la législation de Dracon. Pour Solon, je vais y arriver. Toutefois, on l'a vu, le champ sémantique de la thémis est évidemment omniprésent chez Homère et chez Hésiode. Et j'ai évoqué déjà la capacité de l'oreille grecque à percevoir la proximité entre thémis et thesmos. Et je pense que c'est le cas ici. Dès lors, l'insistance sur le statut particulier du lectron palaion comme signe du mariage d'Ulysse et de Pénélope laisse entendre que le thesmos pourrait véhiculer davantage qu'une référence à un chef-d'œuvre de menuiserie. Les implications de toute mention poétique d'une couche nuptiale dépassent largement la matérialité de l'objet. Je vous rappelle un passage que nous avons vu précédemment. Quand Héra, et c'était à ce moment-là la tête, la hiérécéphalée de Zeus qui m'intéressait, mais regardez ce par quoi elle prête serment. Elle invoque la terre, le ciel, les ondes du Styx, la tête divinement puissante de son époux, et le lit de leur hymen légitime, ce qui est une manière de prendre à témoin leur mariage lui-même. Ce n'est pas la matérialité du lit, en l'occurrence. Les époux d'Ithaque, je reviens à mon passage du chant 23, les époux d'Ithaque rejoignent certes leur ancienne couche, au sens concret du mobilier de bois si particulier qu'Ulysse a construit, même si mobilier, en l'occurrence, est un terme inapproprié, puisque précisément ce lit ne peut pas bouger. Mais il renoue aussi dans le même mouvement avec leur union. Alors, sur le plan sexuel, à savoir ce qui est conforme à la thémis entre hommes et femmes, ce qui est une expression que l'on trouve littéralement dans l'Iliade, il renoue aussi, après 20 ans d'éloignement, avec leur union en tant qu'institution établie, que reflète le thesmos du lit. Alors, il ne s'agit pas ici de minimiser la teneur concrète du terme, mais d'en déceler aussi les implications davantage symboliques à ce moment de la narration épique, et les potentialités d'un terme qui est encore très isolé, je vous ai dit c'est un apax, et qui apparaît ensuite pour nous dans la poésie de Solon, enfin, qui apparaît chez Anacréon et puis chez Solon. Mais avant d'en venir à Solon, puisque vous avez vu dans le titre que c'était mon
mon point d'arrivée d'aujourd'hui, faisons avec le champ sémantique de nomos le même exercice qu'avec thémis, thémistos, thesmos que vous avez ici sous les yeux. En effet, alors que le champ sémantique de thémis et ses cognas se rapporte au verbe tithémi, poser, placer, instituer, nomos vient du verbe nemo, distribuer, répartir, ou encore attribuer selon l'usage et la convenance, pour reprendre la définition de Chantraine. J'ai eu l'occasion d'évoquer ce type de distribution en vous parlant il y a 2 ans de l'étymologie de daimon, puisque daiomai implique également l'idée d'une distribution. Chantraine le dit, voilà ici, donc il se distingue de daiomai ou d'atheomai par le fait que la notion de convenance ou de règle se trouve impliquée dans la notion de nemein. Le substantif nomos n'est pas attesté chez Homère, mais bien le verbe nemo, que Chantraine explique ici, qui déploie d'emblée les différents sens qu'on lui connaît la prose ultérieure. Je l'ai dit, c'est distribuer, c'est répartir comme sens originel, mais aussi avoir pour sa part, et dès lors occuper, je commente ce que vous avez à l'écran, habiter, occuper un territoire et quelques autres emplois spécifiques qui ne m'occuperont pas ici. En revanche, ce qui m'intéresse au plus haut point est un apax aussi, qui, comme cet autre apax qui est thesmos, apparaît dans l'Odyssée, cette fois-ci au chant 17. Le contexte est le suivant. Le prétendant Antinoos a maltraité Ulysse, qui était déguisé en pauvre hère affamé et qui venait mendier dans la salle du banquet, et un compagnon, de la même manière qu'un compagnon disait non, écoutez, il faut interroger Zeus avant de tuer Télémaque, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, un des prétendants dit à Antinoos, non, ce n'est pas beau, tu as frappé un pauvre hère, maudit. Si c'était quelque dieu du ciel, semblable à des étrangers venus de loin, c'est un passage bien connu, semblable à des étrangers venus de loin, et on retrouve Xénos, les dieux adoptent toutes sortes d'apparences et vont, de par les cités, observer la démesure des hommes, et c'est évidemment hubris, et leur eunomia, leur eunomier. Alors j'ai traduit hubris en frémir par démesure, tout en laissant eunomia telle qu'elle pour l'instant. Alors, la semaine dernière, nous avons évoqué les 3 filles de Thémis dans la Théogonie. Nous avons vu qu'Eunomia faisait partie avec Dike, Justice et Irénée, la paix, de ce groupe de Horai. J'ai alors suggéré, en suivant la proposition de Rudart, de traduire le nom de la déesse Eunomia par bonne répartition, qui ouvre la voie à la bonne organisation. Bonne répartition, juste répartition selon la dimension qu'on donne au préfixe. Le présent passage permet d'affiner la compréhension du terme. Opposé à l'hubris, clairement, on voit bien que c'est vraiment une opposition stricte, opposé à l'hubris comme dépassement de la mesure et des règles qui la commandent, eunomia dans ses vers de l'Odyssée est assurément une qualité positive, une vertu, dont l'expression du poète témoigne qu'elle prend l'exact contre-pied de ce qui est, allez, je vais créer un mot, de ce qui est hubristique, ce qui est démesuré, et au sens le plus fort du terme. Or, si l'on se fie à ce qu'évoque la succession hésiodique des généalogies divines, l'eunomia d'un groupe et de ses membres est en effet de la thémis, selon le principe de la généalogie. Dans le registre divin que nous avons déployé la semaine dernière et qui nous aide à penser la représentation que les Grecs se donnaient de leur concept, eunomia est étroitement associée à l'exigence d'équilibre portée par sa mère divine. La répartition positive que désigne son nom est dès lors une composante de l'équilibre des sociétés humaines. On pressent qu'il s'agit là notamment du respect de ce qui revient à chacun. Vous vous souvenez, cette récurrence de Timée et de Géras que l'on avait dans le passage de l'Odyssée qu'on a vu la fois dernière. Et c'est ce que le prétendant Antinoos, dans le passage ici, dénie précisément aux miséreux qui se tournent vers lui. C'est la part qui lui est due, c'est-à-dire un peu de la compréhension de ceux à qui il s'adresse.
et que le terme désigne, à l'opposé du comportement inspiré par l'hubris, le sens de la mesure, le respect des limites assignées aux êtres et aux choses, que traduit concrètement l'exercice de la dikē, de la justice, même si le terme n'apparaît pas dans ce passage. Alors, à ce stade de l'emploi des mots formés sur nemo, donc on a vu le verbe présent, puis on a cet apax qui est eunomia dans la poésie homérique. Il serait assurément abusif de déceler, comme ça a pu être fait au chant 17 de l'Odyssée, la référence à une bonne législation. Le principe énoncé par le terme eunomia est beaucoup plus général, plus englobant, renvoyant directement au verbe de la répartition et des usages qui en découlent. Donc voilà pour la poésie homérique. On a comme pour Thesmos, dont je viens de vous parler, on a cet unicum dans la poésie homérique. Que se passe-t-il du côté d'Hésiode ? Que se passe-t-il du côté d'Hésiode ? Le terme nomos est attesté à 5 reprises, 3 dans la Théogonie et 2 dans les travaux. Donc, on va les passer en revue selon le principe d'analyse que j'ai explicité au début des cours. Premier constat, la société divine de la Théogonie a ses propres nomoi que chantent les muses dans le prologue du poème. On a ici au vers 66-67, les muses, on glorifie, alors j'ai traduit ici, d'après Mason, les coutumes et les bonnes manières de tous les immortels. Donc elle glorifie, Kleiousin, donc panton te nomus kai ete akedna atanaton, donc des immortels. Premier constat donc, les dieux ont leur nomoi. Deuxième constat, ces nomoi ont été prescrits par Zeus. En effet, quelques vers plus loin, on est au vers 71-74, Hésiode évoque la gloire du père des muses que les déesses s'en vont rejoindre. Donc le père des muses, c'est Zeus, évidemment. Et que nous dit Hésiode, toujours dans ce prologue, elles allaient chez leur père, qui règne au ciel, et détient tonnerre et foudre flamboyantes, après avoir vaincu son père Cronos par la force. Donc vous avez là une sorte de condensé du mythe de souveraineté. En chaque chose pour les immortels, il a bien prescrit les nomoi et explicité les timai. Donc il a bien prescrit alors, les usages, on va garder la traduction tout à l'heure, et explicité les timai, et donc les honneurs, les parts d'honneur. Le prologue, je viens de le dire, à cet endroit est une sorte de mise en bouche de ce qui va suivre, à savoir la conquête du pouvoir par Zeus sur Cronos et l'ordonnancement des privilèges qui reviennent aux dieux. Vous avez une espèce de résumé préliminaire dans le prologue. C'est ce qu'expriment plus loin les vers que je vous ai mis sous les yeux la semaine dernière, avec donc la saturation du vocabulaire de la Timée, du Géras, et la conclusion Hétémisestine, comme le veut la Thémis. Donc toute cette répartition des honneurs à laquelle Zeus s'applique est Thémis. Alors évidemment, dans le passage ici que nous avons vu la fois dernière, nomos n'apparaît pas dans ce passage, donc, qui est de l'ordre de la proclamation des intentions de Zeus. Mais quand on le lit en parallèle avec le prologue de la Théogonie, et je vous ai mis les 2 textes sous les yeux sur la même diapositive, ces 2 moments du texte de la Théogonie offrent des sortes de glosses préliminaires de la généalogie qui fait d'Eunomia la fille de Thémis. Ce que Zeus accomplit dans la société des dieux, il le fait en vue d'une bonne organisation, d'une juste répartition des honneurs, dans le respect des droits de chacun. Les nomoi des dieux sont les usages, les règles de comportement qu'ils adoptent en fonction de la structure de la société divine, telle qu'établie par Zeus selon la Thémis. Les nomoi expriment en fait le résultat de la répartition opérée par Zeus. Maintenant, Voilà. Qu'en est-il donc de la société des hommes ? Donc jusqu'ici, on a vu les nomoi dans la société des dieux. Qu'en est-il dans la société des hommes ? Toujours dans la Théogonie, quand les hommes vont surgir au sein de la description des honneurs réservés par Zeus à la déesse Hécate, on voit que l'accomplissement des sacrifices se fait kata nomon. Vous reconnaissez l'expression erdon hierakala, cette expression de hierakala
que nous avons analysé précédemment. Donc l'accomplissement d'un beau sacrifice se fait katanomon. Alors katanomon, on va réfléchir à ce que ça veut dire dans un instant. Donc voilà une occurrence du nomos dans la société humaine, dans la théogonie. Mais c'est évidemment dans les travaux et les jours qu'Hésiode évoque pleinement la société des hommes. Et on voit apparaître au vers 276, 280, non, pardon, oui c'est ça, 276, 281, on voit apparaître un premier nomos régi par Zeus parmi les humains. Je lis avec vous la traduction de ces vers. Tel est le nomos, bon, l'usage, que le Chronide a prescrit aux hommes, que les poissons, les fauves, les oiseaux ailés se dévorent entre eux, puisque Dikée ne se trouve pas parmi eux, donc Dikée au sens de justice en l'occurrence, mais aux hommes, Zeus a donné Dikée, la justice, qui est de beaucoup le premier des biens. Si quelqu'un consent à exprimer de justes propos, en connaissance de cause, Zeus qui voit tout lui donne d'être prospère. Et vous avez ici Olbos, l'olbia, la prospérité. Et c'est évidemment le contraire qui advient quand on bafoue la Dikée, ça continue avec tout le versant négatif. Le verbe qui régit nomos ici est diatasso, le même que nous avons vu dans le prologue de la théogonie avec le dietaxenomus et epephradetimas. Donc vous avez ici les deux parties du vers. C'est exactement le même verbe qui régit nomos. Dès lors, que ce soit dans le monde des dieux ou dans celui des hommes, l'ordonnancement auquel Zeus pourvoit relève du même champ sémantique, c'est nomos. On pressent dès lors que le sacrifice, que je n'ai pas repris ici, voilà, que le sacrifice accompli katanomon est un usage qui relève lui aussi d'une injonction divine liée à une distribution adéquate des manières d'être et d'agir. C'est ce que confirmera une centaine de vers plus loin par rapport au passage sur Hécate ici, le résultat de la crise survenue entre Zeus et Prométhée. Le sacrifice d'un animal domestique par les humains sanctionnera désormais leurs conditions par rapport aux dieux qui sont éloignés d'eux. Un sacrifice accompli katanomon exprime la conformité à cette injonction ancestrale. Donc évidemment, c'est selon la coutume. Katanomon, c'est ça. Mais dans le cadre dans lequel cette expression apparaît ici, il faut vraiment bien remettre toute la charge d'injonction divine qu'il y a derrière l'expression. La dernière occurrence du mot dans les travaux va dans le même sens. Il dit au vers 388 qu'il faut mener adéquatement à bien les travaux des champs, au rythme des travaux et des jours, d'où le titre du traité. Et ce rythme-là, eh bien, s'il doit ramasser l'ensemble des prescriptions, c'est le nomos des champs. Pédion nomos au vers 388. Donc, il convient de suivre dans le travail ce rythme-là pour obtenir des résultats favorables, à l'instar du nomos touchant au sacrifice. Donc, dans les premiers emplois de nomos qui nous sont perceptibles, je vous ai dit, le terme apareunomie qu'on a dans l'Odyssée, on n'a pas de nomos chez Homère. Donc ici, ce sont les premiers emplois qui nous sont à disposition dans la tradition que nous avons. Le terme désigne donc des manières d'être et de faire qui respectent un ordre voulu et sanctionné par les dieux eux-mêmes. D'où l'affirmation attribuée à Hésiode par Porphyre dans le traité sur l'abstinence. C'est un des fragments, alors, dit hésiodique, mais l'esprit en tout cas est hésiodique. Quand la cité sacrifie, c'est le nomos ancien qui est le meilleur. À l'instar des thémistes dont les anciens de la communauté gardaient la mémoire dans le registre de la proclamation d'autorité, les nomoi ici sont les usages hérités dont l'ancrage dans le plus lointain passé assure l'efficacité. Alors peut-être en raison, vu l'arrière-plan, qui est celui de l'œuvre d'Hésiode, de la proximité supposée avec d'antiques prescriptions divines. On voit bien que de ce point de vue-là, la mémoire qu'il faut exercer pour conserver les traditions, quelle que soit son implémentation effective, a cette idée que plus on remonte loin dans le temps, plus on s'approche d'une origine qui a quelque chose de potentiellement divin. Bien.
Donc voilà pour le tour dans la poésie hexamétrique avec un apax thesmos chez Homère, un apax chez Homère aussi eunomiè, et puis quelques occurrences de nomos, à la fois comme usage parmi les dieux, mais lié à une répartition. On voit que le terme némo, le verbe némo en tant que répartition, est très présent derrière ces usages, et cette capacité à se projeter dans un lointain passé. Je reviens maintenant à thesmos et à l'usage posthomérique du terme. Je vous l'ai dit, c'est dans les élégies de Solon que réapparaît le terme pour nous, si je laisse de côté le thésauros d'Anacréon, dont je vous ai dit que c'était un texte mal établi. Et voilà, j'y suis. Un premier passage est cité dans la vie de Solon de Plutarque, puisque évidemment ce sont des citations de Solon chez des auteurs ultérieurs qui nous permettent de reconstituer son œuvre, avec beaucoup de polémiques d'ailleurs sur l'authenticité de certains fragments. Un premier passage donc, est cité par Plutarque qui dit ceci, dans sa vie de Solon, on dit encore, nous raconte Plutarque, qu'il avait entrepris de mettre ses lois en vers. Et là, vous voyez que c'est nomos qu'utilise Plutarque, parce qu'à son époque, évidemment, c'est le terme consacré pour dire les lois. Et on en cite le commencement. Donc voilà ce qui est censé être le titre, si vous voulez, de la mise par écrit des lois, enfin de l'énoncé plutôt des lois. Prions d'abord Zeus, le roi fils de Cronos, d'accorder à ses lois faveur et gloire. Tesmois tois de tukenagaten kai kudos opasai. Donc, c'est évident que on voit dans ce passage donc, les deux emplois de nomos et dans le propos de Plutarque lui-même, et puis thesmos dans le texte attribué à Solon. Deux autres occurrences, je vais les passer en revue pour les remettre en contexte, deux autres occurrences proviennent des poèmes qui forment une sorte de testament politique de Solon. La première occurrence intervient dans un fragment qui a été conservé par la Constitution des Athéniens de l'école d'Aristote. C'est le fragment 36 de Ouest. Et donc, au vers 15 à 20 de ce fragment, que je ne vous présente pas dans sa totalité, Solon fait un peu le bilan de son action et il explique ce qu'il a fait, notamment rapatrier des exilés qui avaient été rendus esclaves pour dette. Et il conclut, et cela, je l'ai fait en vertu de mon pouvoir, en faisant tenir étroitement ensemble force et justice, vous voyez que ça traduit biais et diquet, et j'ai tenu mes promesses jusqu'au bout, j'ai rédigé des lois pareillement pour l'humble et pour le noble, ajustant une justice droite à chacun, et vous avez ici la version plus récente d'Itus, avec donc le Theia diquet. Dans ce texte poétique, on retrouve donc la droite diquet de l'épopée, mais diquet écrite cette fois. Diquet écrite dans des thesmoi applicables à tous et à chacun. Et les résonances épiques donc de la droite diquet ne s'arrêtent pas là. D'autres vers, qui ont été aussi rapportés par la Constitution des Athéniens, expriment les ambitions de Solon en ces termes. Et là, c'est le fragment 5, donc c'est la totalité du fragment. Je cite la traduction de Philippe Gautier. « Au peuple, oui, j'ai donné la part, et vous voyez que Guéras surgit, j'ai donné la part qui suffit, sans rien soustraire ni ajouter à son lot d'honneur. Quant à ceux qui avaient la puissance et brillaient par leur richesse, j'ai veillé aussi à ce qu'ils ne subissent aucune indignité. Ferme, j'ai protégé d'un solide bouclier les deux parties et n'ai laissé ni les uns ni les autres être vainqueurs injustement. » Donc vous avez le Guéras, la Timée et le champ sémantique de la diquet qui arrive en négatif à la fin du passage. Donc un tel équilibre, aussi juste que délicat, c'est tout ça qu'il y a derrière ces affirmations de Solon, l'équilibre dans la reconnaissance de la Timée par un Guéras approprié, de même que l'alliance de la force et de la justice qu'on a dans le passage précédent, font immanquablement penser à l'action de Zeus dans la Théogonie, hormis le fait qu'il s'agit ici avant tout de maintenir l'acquis ou de le restaurer et non d'accorder une timée adéquate à celui qui en serait dépourvu. Ça, c'est la distinction.
Solon stabilise l'équilibre existant. En cela, la manière dont il évoque son action dans la cité d'Athènes rappelle en fait la stabilisation de la société divine sous l'action de Zeus après les crises. Et ici, Solon intervient aussi évidemment dans une cité en crise et profondément divisée. Or, quand on voit Zeus intervenir dans la théogonie, c'est la titanomachie, c'est-à-dire une stasis, une guerre intestine dans le monde des dieux. Alors évidemment, le modèle est ambitieux, si j'ai raison. Le modèle est ambitieux, mais le recours à ce vocabulaire marqué me paraît significatif d'un jeu de miroir volontaire. Et la célèbre élégie attribuée à Solon par Démosthène va dans ce sens elle aussi. C'est le fragment 4, qui est probablement un poème entier d'une quarantaine de vers. Alors évidemment, je ne vais pas vous produire les 40 vers, et je vais évoquer 3 passages. Le premier, donc ce sont les vers 1 à 4. J'ai repris la traduction en la datant légèrement, de Fabienne Blaise, qui a soutenu une habilitation à diriger des recherches précisément sur les poèmes 4 et 13 de Solon. Et elle a fourni une magnifique traduction. Donc, que dit Solon au début de ce fragment 4 ? Notre cité à nous ne périra jamais, c'est la part de Zeus. C'est comme ça que traduit Aïssa. Et l'idée des bienheureux dieux immortels, si magnanime est la gardienne, la fille d'un père puissant, Pallas Athéna, qui tient les mains au-dessus d'elle. Et ça, c'est un vers que j'ai déjà évoqué précédemment à propos des divinités tutélaires. Donc ici, vous avez l'affirmation d'emblée du soutien inconditionnel des dieux. Athéna, donc déesse tutélaire que la cité porte dans son nom même, et Zeus qui décrète le salut de la cité avec l'appui de tous les dieux. Et donc, après cela, après cette invocation, le poète va décrire les ravages de l'avidité des plus riches qui détiennent le pouvoir et l'injustice de leurs actes de pillage. Et voici ce qu'il écrit. « N'épargnant les biens ni sacrés ni publics, ils volent en pillant chacun de son côté et ne prennent pas garde au vénérable fondement de Dikée, qui silencieux sait bien ce qui advient et ce qui s'est passé, et usant du temps, arrive absolument pour faire payer le prix. » Et c'est d'après Fabienne Blaise, parce que j'ai traduit autrement cette partie-ci. Elle parlait de l'assise vénérable, j'ai voulu conserver le pluriel. Alors, comme souvent, évidemment, le choix de maintenir ou non la majuscule à l'initiale est une interprétation moderne. Et je choisis délibérément la majuscule pour Dikée ici, qui est bien, selon moi, la puissance divine de la théogonie. Et ce qui autorise cette interprétation, me semble-t-il, est l'expression que le génitif de Dikée détermine, les semna temetla, à savoir les fondements vénérables, ce qui reconduit immanquablement au champ sémantique de Thémis. Je n'ai pas besoin de vous faire un grand dessin. C'est d'autant plus recevable que l'adjectif semnos, qui qualifie Temetla, qualifie de façon privilégiée dans la poésie archaïque une divinité ou ce qui est divin. Donc il y a ici quelque chose qui est, à mon sens, de l'ordre de l'évidence. La Dikée, ici mise en scène par Solon, est la fille de Thémis, la divinité de l'exigence d'équilibre qui commande à la déesse justice, même si l'expression strictement généalogique fait défaut. Évidemment, on n'est pas dans une théogonie, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas la théogonie qu'on n'a pas nécessairement cette référence. Une oreille grecque, et j'ai envie de dire, n'a pas besoin d'un mode d'emploi généalogique pour ressentir la manifestation d'une puissance divine quand surgissent les fondements vénérables de la Dikée. Allons plus loin. C'est la guerre, ensuite, qu'évoque Solon, celle de l'intérieur qui consume la cité, les plus riches pillent, certains sont envoyés en esclavage en exil, enfin sont en exil pour éviter l'esclavage pour dette, et il en arrive à sa conclusion. Je lis la traduction avec vous, toujours adaptée de Fabienne Blaise. Voilà ce que mon cœur m'ordonne d'enseigner aux Athéniens. Dysnomia, à laquelle j'ai mis une majuscule, procure à la cité bien des maux. Eunomia, elle, produit tout ce qui est en bon ordre et adéquat, et souvent elle impose des entraves aux injustices. Elle lisse le raboteux, met fin à la saturation, affaiblit la violence. Elle dessèche quand elle pousse les fleurs de l'égarement, elle redresse les jugements torts. Et vous avez de nouveau Scolias.
adoucit les œuvres outrecuidantes. Très, très belle traduction de Fabienne Blaise. Elle met fin encore aux œuvres de la dissension, elle met fin à la colère de la terrible Éris, et par elle, toucher les hommes est adéquat et sage. Alors, Fabienne Blaise, donc je vous le disais, à qui j'emprunte l'essentiel de cette traduction, traduit dysnomia par l'inobservance de la règle, et ne met pas de majuscule à quoi que ce soit, et eunomia par l'observance de la règle. J'ai déjà expliqué pourquoi j'évite de convoquer la règle ou la norme. Mais ce n'est pas la seule raison pour conserver le terme grec avec majuscule. C'est parce que, selon moi, ce sont les puissances divines de la théogonie que je reconnais derrière ces termes, à l'instar de ce que j'ai choisi pour Diké il y a un instant, avec les fondements, ce que j'ai choisi aussi pour Éris, que Fabienne Blaise avait traduit par querelle, je crois, sans majuscule. Alors, on l'a vu, Eunomia est fille de Thémis, tout comme Diké, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais dysnomia est aussi une puissance divine dans la théogonie, en un passage dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler les années précédentes. En fait, nous sommes dans les premiers temps de la théogonie. La déesse Nuit met au monde, sans aucun partenaire, une série de puissances toutes plus terribles les unes que les autres, qui sont des manières d'exprimer des aspects de la condition humaine, ses ambiguïtés, ses souffrances. Et la dernière née, Éris, donc la querelle, mais qui peut être aussi, il le dira ailleurs, une force d'émulation positive, mais ici c'est vraiment la puissance négative. Éris va mettre à son tour au monde toute une série d'horreurs, parmi laquelle vous voyez d'ailleurs l'été, l'oubli. On voit bien que c'est important dans cette représentation du monde. Mais parmi les enfants de Éris, on trouve dysnomia, on trouve Athée. Donc on peut même se demander si je n'aurais pas dû ici laisser une majuscule aussi, puisque Athée se trouve aussi dans le poème. Donc vous avez une charge associée aux enfants de la nuit qui est absolument impressionnante. Donc la dernière née, Éris a engendré tous ses enfants, et donc la conclusion de l'élégie est saturée de termes que l'ensemble des références qui ponctuent la poésie politique de Solon inscrivent dans la tradition poétique antérieure. Rien n'indique en fait, me semble-t-il, dans tous les éléments que je viens de vous soumettre, rien n'indique que Solon prenne le contre-pied de cette poésie antérieure en faisant descendre la charge sémantique des mots du ciel sur la terre, si vous me permettez cette expression. C'est en fait la volonté moderne de dessiner une évolution linéaire allant d'une pensée qui serait religieuse à une forme de laïcisation liée au développement de la cité qui conduit à postuler une transformation. Eunomia est encore et toujours la puissance de bonne répartition et de bonne régulation dont les hommes ressentent les effets quand ils agissent justement, que ce soit à titre individuel ou dans un cadre collectif. L'eunomia n'est pas que le respect des règles, même si elle est ça aussi. Elle est la juste répartition dont toute la poésie de Solon fait l'horizon d'attente des mesures qu'il a prises. Donc je pense qu'on a intérêt à conserver eunomia, ou si on la traduit, à plutôt traduire par juste répartition. En revanche, la rupture avec la tradition poétique sur laquelle Solon inscrit sa poésie intervient dans la rédaction de Thesmoi, dont l'élégie dite de l'eunomia ne parle pas, mais dont d'autres fragments assurent que c'était une manière de désigner les lois athéniennes qu'il promulgue. On l'a vu précédemment dans l'introduction de Plutarque. Bon, je reviens en arrière. Voilà. Et que ce terme de thesmos ait été reçu à Athènes pour désigner la législation archaïque est encore attesté par Hérodote. Et donc là, on est dans la prose. C'est pour ça que ça m'intéresse d'aller voir chez Hérodote. Quand Hérodote raconte la montée au pouvoir de Pisistrate et les premiers temps de son règne, il écrit ceci. Pisistrate dirigea les Athéniens sans troubler l'exercice des magistratures existantes. Alors évidemment, c'est Timas, les magistratures, parce qu'à cette époque-là, une magistrature, c'est une timée. Mais
on voit bien la résonance que ça peut aussi avoir, encore une fois, une oreille grecque. Donc il dirigeait les Athéniens sans troubler l'exercice des magistratures existantes, sans changer les thesmias. Il gouverna la cité, et vous avez ici l'usage de Némein dans un emploi tout à fait spécifique. Il gouverna la cité en s'appuyant sur les lois établies. Alors ici, Hérodote utilise une sorte de métaphore pour exprimer ces lois. C'est ce qui est établi, en fait, en l'administrant excellemment. Et donc, vous avez ici le kosméon, kalos, kai, vous voyez ici tout ce champ sémantique qu'on pourrait presque qualifier d'esthétique dans cette évaluation positive. Donc, plutôt que thesmos, qu'il utilise dans un autre passage de l'enquête, donc il connaît, le terme de thesmos qu'il utilise dans un autre passage de l'enquête où il parle des thesmoi des Perses, plutôt que thesmos, donc, Hérodote recourt ici au neutre pluriel de l'adjectif thesmios, et Échille avait déjà utilisé ce terme aussi, donc on voit bien qu'on est à Athènes, et que ce terme résonne à Athènes, quand il écrit dans les Suppliantes, l'hommage à rendre aux géniteurs est troisième à être consigné dans les thesmias de la très honorée Diké. Donc vous voyez encore une fois cet ensemble, ce champ sémantique qui est convoqué. On retrouve le mot dans la constitution des Athéniens, quand le traité évoque l'entête du nomos athénien concernant la tyrannie, qu'ils discutent, et on dit « Voici les thesmias des Athéniens et les traditions de leur père, thesmia tade Athénaion kai patria ». Jusqu'ici, et j'en arrive à ma conclusion, avec les thémistes et les dicailles de la poésie, nous en étions restés au stade de ce que j'ai appelé un droit coutumier. Le règlement des conflits reposait sur des dits de justice, au sens où ces arrêts devaient être les plus droits possibles et se conformer à l'exigence d'équilibre sanctionnée par les dieux, un équilibre qui imposait que chacun reçoive la part qui lui était due en fonction de son statut. Les dicailles, je l'ai répété plusieurs fois, étaient la concrétisation des thémistes. Quand nous retrouvons ces familles de mots dans la poésie de Solon ou celle d'Échille, la hiérarchie des champs sémantiques s'est inversée. C'est Diké qui est désormais à la source des thesmoi, mais en tant que fille de Thémis. On vient de le voir. Donc, c'est Diké qui est désormais à la source des thesmoi, mais il s'agit toujours d'adapter les règles désormais écrites au statut respectif des membres de la communauté concernée. C'est extrêmement clair dans la poésie de Solon. Alors, les usages de nomos chez Hésiode attestent que le mot était disponible, au moins depuis un bon siècle, quand les lois athéniennes sont écrites. En outre, l'éloge de l'eunomia que l'on trouve chez Solon atteste l'importance du champ sémantique de la juste répartition et des usages respectueux dans la mesure de son projet politique. Ce n'est pourtant pas le terme de nomos qui désigne les lois qu'il rédige, mais celui de thesmos. Manifestement, le champ sémantique de l'agencement minutieux et du fondement institué a prévalu sur celui des usages, fussent-ils potentiellement associés à des règles établies par Zeus lui-même. En fait, on constate que, en tout cas j'espère vous l'avoir montré, que thesmos et nomos sont susceptibles d'exprimer la même chose, mais sous des angles différents. Le premier met formellement l'accent sur l'institution, le second sur la répartition. Et nous tenterons la semaine prochaine de comprendre comment se joue cette polarité dans la suite des usages de ces termes fondamentaux de la vie des cités et d'autres termes encore que je convoquerai à cette occasion-là. Je vous remercie pour votre attention.